Mais parce que je pense qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense que en fait les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ». J'irai voir... Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Cette magnifique question de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché. Mais vous, Madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là ? Soyez contente d'être investie, c'est pour notre quota de femmes. Va mettre une robe de pute pour le dîner de ce soir. Ou encore, lorsqu'on va dans un ministère, c'est talon obligatoire. Voilà des phrases que mon invitée du jour a entendues lorsqu'elle travaillait dans un cabinet d'affaires publiques. À son poste, elle a pu observer un sexisme très ancré en politique qui explique en partie le nombre trop réduit de femmes dans ce domaine. Car oui, quand le président de la République fait des dîners de travail, il n'y convie que des hommes. À l'Assemblée nationale, lors du quinquennat précédent, il n'y avait que 38% de femmes. Les femmes président moins les groupes politiques et au Sénat, seulement 122 femmes sur 348 sièges. Et on pourrait continuer longtemps comme ça pour l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, les femmes représentent 51,6% de la population française, mais restent minoritaires au sein des lieux de pouvoir et rien ne peut justifier une telle inégalité. Alors pourquoi la politique est-elle encore gangrénée par le sexisme ? Qu'est-ce que ça fait que d'être une femme et de faire de la politique ? Serions-nous mieux gouvernés s'il y avait plus de femmes au pouvoir ? On en parle tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Alors Léa Chamboncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes passée par un cabinet d'affaires publiques. Vous êtes aujourd'hui podcasteuse politique avec l'émission Popol. Et vous êtes aussi éditorialiste. Vous venez de publier ce livre, Plus de femmes en politique, aux éditions Belfond. Pour écrire cet ouvrage, vous avez interrogé 59 femmes politiques. Elles sont toutes listées au début du livre. Parmi elles, l'ancienne première ministre Édith Cresson, mais aussi Sandrine Rousseau, en passant par Marisol Touraine, mais aussi des adjointes au maire, des militantes ou des chefs de section en région. Vous avez vraiment rencontré de multiples personnalités pour comprendre pourquoi il y a aussi peu de femmes en politique, et en politique au sens très large du terme, on le comprend avec les militantes notamment, et vous essayez de comprendre les conséquences que ça peut avoir sur notre société. Vous expliquez que les inégalités commencent dès les études où les hommes ont un potentiel politique bien plus grand que celui des femmes. C'est ça que vous écrivez. Pourquoi ? Dans l'imaginaire collectif, en fait. C'est la notion vraiment de rôle modèle. C'est ce que je dis dans le livre à plusieurs reprises. Quand on dit, par exemple, à un petit garçon « Ah, tu veux être président de la République ?» Tout le monde va ricaner, mais on peut y croire. On peut se dire « Ah oui, tiens, peut-être qu'il va être doué pour la politique. Après tout, il fait du théâtre, il s'intéresse beaucoup à l'histoire, que sais-je ?» Lorsqu'il s'agit d'une petite fille, généralement, on va juste se moquer d'elle et ne pas en imaginer que c'est possible. Donc il y a quand même déjà dans la société, dans la construction sociologique presque aussi de nos institutions, des messages et des symboles qui sont forts et qui laissent entendre à certaines femmes et aux femmes qui se sentent vraiment illégitimes pour franchir le pas que ce n'est pas leur place. Et ça, c'est inconscient. C'est important de le préciser. C'est des gens ne se disent pas on va empêcher les femmes de faire de la politique. Ça peut être des phrases même bienveillantes qui ne veulent pas être méchantes, mais qui en réalité découragent massivement les femmes. Absolument. C'est inconscient, mais c'est aussi le résultat d'éléments très réels et très palpables. C'est-à-dire la sous-représentation des femmes dans les instances politiques, ça c'est quand même quelque chose qui fait que lorsqu'on est une femme, il est difficile de se projeter de manière vraiment sociologique en se disant « Ah oui, cette femme me ressemble, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie et c'est possible pour moi ». Même moi, aujourd'hui, il y a peu de femmes qui m'inspirent aujourd'hui en politique. Donc je peux comprendre qu'il est difficile de s'identifier aux personnes qui nous gouvernent et que pour certaines personnes, ça semble parfaitement inaccessible. Il y a aussi un enjeu de sacralisation. On sacralise la politique, on sacralise le charisme. Et souvent, ce sont des codes qui sont propres à ce qu'on peut rattacher à la masculinité et beaucoup à la virilité. Une femme a du mal à se projeter dans un rôle viril. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on lui rappelle qu'il ne faut pas qu'elle se projette dans un rôle viril. Comment, quand une femme s'engage en politique, on va lui dire « Oh, bah, tu vas t'occuper des affaires sociales, tu vas t'occuper de la famille, parce que
toi, tu es certainement plus attentive aux autres, puisque tu es une femme. Donc, il y a cette logique aussi d'essentialisation qui va dans les deux sens, hein, vraiment. Chez les hommes, en attendant quelque chose de très viril, de très masculin, de très affirmé. On a d'ailleurs reproché à des responsables politiques de ne pas être suffisamment viril, de ne pas être suffisamment affirmé. Et on va dire aussi aux femmes, eh bien toi, par contre, tu parles trop fort, tu es trop visible. Tu n'as pas les caractéristiques que l'on attend d'une femme. Donc, dans tous les cas, on va toujours reprocher aux femmes d'être soit trop visibles, soit pas assez visibles. La critique pour les femmes est beaucoup plus simple que pour les hommes. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. On en reparlera. Le tollé, notamment, avec Valérie Pécresse. Oui. Valérie Pécresse, on lui demandait d'incarner un rôle qu'elle ne pouvait pas incarner, car il ne lui ressemblait pas. On lui demandait d'être. On le voit avec sa voix très grave, qu'elle essaie de prendre, et ça lui va pas. Le pays des victimes oubliées. Je serai la candidate des familles. Ça ne lui va pas. Ses conseillers lui ont demandé de faire quelque chose qui était ce que Nicolas Sarkozy faisait auparavant. En plus, il faut bien le dire, la majeure partie du réseau, du noyau dur des Républicains à ce moment-là de la campagne présidentielle, ce sont essentiellement des sarkozystes, qui ne sont pas forcément très très proches de Valérie Pécresse ou qui l'admirent très peu, disons, et qui vont la pousser à faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Et ça, c'est un raté. C'est un raté. On peut considérer que c'est un raté parce qu'on lui a demandé d'embrasser des codes qui ne sont pas les siens. Elle a été par ailleurs excellente sur d'autres supports. On peut être d'accord ou non avec elle sur la partie de son programme, ça c'est certain, et je ne rentrerai pas dans ce détail parce que c'est pas l'objet de notre conversation. Mais on lui a demandé d'embrasser des habits qui ne sont pas les siens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes en politique. Elles essaient d'adopter des codes masculins, mais notamment au niveau de la voix, de la tonalité de la voix, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je pense à une Marine Le Pen qui va avoir presque une attitude physique, même presque dans la façon de s'habiller aussi, qui est similaire à celle des hommes dans notre société actuelle. En fait, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Alors, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette théorie, de ce syndrome. Lorsqu'une femme est dans une assemblée qui est composée essentiellement d'hommes, elle va se sentir regardée, elle va se sentir mal. Prenez une femme qui prend le métro seule le soir et qui se retrouve dans une rame de métro où il n'y a que des hommes. Vous le savez comme moi, on ne se sent pas à l'aise. Donc, c'est vrai. On essaie de se fondre dans la masse. Lorsqu'une femme s'engage en politique, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui dans certaines instances politiques, mais ça demeure encore beaucoup trop réel, beaucoup trop vrai, elle va faire en sorte de embrasser les codes pour être finalement moins visible et moins faire l'objet d'attaques. Exemple très simple, on se souvient tous de l'épisode à l'Assemblée nationale lorsque Cécile Duflot, qui en plus, avant de décider de mettre une robe, s'était dit « je vais prendre une robe en dessous du genou pour être convenable et qu'on ne considère pas que je suis en train de casser les codes de la femme qui débarque à l'Assemblée nationale en robe. » Elle a été huée, sifflée, mais c'était hallucinant. Monsieur le Président... Allez, écoutez! Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... La ministre est en robe, voilà qui suffit à déclencher un brouhaha fait d'exclamations sarcastiques. Humour ou machisme pur et simple. Pour la ministre, la réponse ne fait aucun doute. Au Grand Paris d'aujourd'hui. Ça fait maintenant des années et des années. J'ai travaillé justement dans le secteur du bâtiment et de la construction. J'avais pas vu ça. Voilà. On vous sifflait pas sur les chantiers et on vous siffle à l'Assemblée nationale. C'est étrange. Édith Cresson me racontait que les journalistes... Donc l'ancienne première ministre, absolument, sous François Mitterrand, il y a 30 ans, pile poil, me racontait que lorsqu'elle descendait de sa voiture pour arriver à Matignon ou ailleurs, les journalistes l'attendaient couchée au sol pour vérifier si ses collants n'étaient pas filés. Donc vraiment, il y avait quelque chose de très compliqué. Donc lorsqu'on décide d'essayer d'envisager une carrière politique, certaines femmes vont assez naturellement, mais c'est presque une question de survie, adopter les codes masculins. Et c'est de plus en plus vrai si cette instance est composée essentiellement d'hommes. Si par exemple vous avez 10% de femmes, 90% d'hommes, les 10% de femmes vont être nécessairement et naturellement tentées de faire comme les hommes et de répéter ces codes. J'aimerais revenir sur une des notions que vous abordez. Vous dites il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même sac puisqu'elles ne défendent pas toutes la même chose. Certaines défendent même des idées sexistes, mais dans l'ensemble, elles ont un point commun, c'est la discrimination à laquelle elles sont toutes confrontées. Vous écrivez « Après avoir obtenu le droit de vote, les femmes sont passées du statut d'exclus à celui de quota, une case à cocher, au mieux une simple valeur ajoutée, au pire une intruse, mais jamais une évidence démocratique. » Comment est-ce que se traduisent ces discriminations en politique ? Lorsque j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était après avoir discuté avec plusieurs femmes en politique, et c'est parti d'une intuition. Souvent, les travaux de recherche, que ce soit en journalisme ou
dans le monde de la recherche scientifique, partent d'intuition. Moi, mon intuition, c'était que toutes les femmes avec qui je parlais, peu importe leur bord politique, peu importe leur niveau de responsabilité, leur degré de responsabilité, que ce soit ministre ou encore députée, adjointe au maire, simple militante engagée dans un parti politique, j'avais le sentiment qu'elles partageaient quelque chose de commun. Il était difficile de vraiment mettre des mots ou le doigt dessus très précisément. Donc c'est pour ça que je me suis embarquée dans cette longue série d'entretiens. Et en fait, ce qui revenait constamment, c'est que les femmes sont invisibilisées. Les femmes sont maltraitées de manière générale, que ce soit physiquement, mais aussi psychologiquement. Les femmes sont considérées comme étant particulièrement incompétentes. On leur demande de faire leur preuve. Il y a une présomption d'incompétence quand on est une femme en politique. Absolument, il y a une présomption d'incompétence, ce qui fait qu'elles doivent travailler 10 fois plus que les hommes pour prouver qu'elles sont légitimes là, d'être présentes. Donc ça, ce sont des choses qui reviennent, mais systématiquement. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué et qui est plus vrai pour les femmes qui ont atteint un certain degré de responsabilité dans leur poste. Donc là, je pense à des présidentes de commission à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Il y en a quand même plus à l'Assemblée nationale, moins au Sénat, il faut bien le dire. Ou des femmes qui ont pris des responsabilités importantes dans leur parti politique. À un moment donné, il y a un plafond de verre qu'elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à dépasser. Et ça crée énormément de frustration. Ça crée énormément de crispation aussi dans les partis politiques. On se rend compte que les femmes, souvent, et c'est pour ça que je dis, sont passées à un statut de quota, sont souvent prises et instrumentalisées sur des campagnes politiques. Ça, il faut quand même bien l'admettre. On connaît un grand spécialiste actuellement de ça. Absolument. Et d'ailleurs, à ce titre, l'accord qu'il y a eu entre les partis de gauche pour créer la NUPES dans la perspective des élections législatives, a eu des conséquences dramatiques pour de nombreuses femmes. C'est-à-dire que les premières qui ont été sacrifiées pour cet accord, au profit d'hommes qui sont là depuis un certain temps, ce sont des femmes. Et souvent, ce sont des jeunes femmes racisées. Donc, il y a quand même des choses très, très importantes à dénoncer. Donc, les partis investissent des femmes parce que c'est une obligation légale. Donc, on est dans une parité de façade, de chiffres. Et quand on va voir derrière qui décide, qui a véritablement les responsabilités politiques et le pouvoir, généralement, ce sont au sein des partis, mais encore aujourd'hui au sein des institutions, majoritairement des hommes. Vous revenez sur votre expérience dans un cabinet d'affaires publiques. Je le disais en introduction, vous racontez que pour séduire des décideurs publics, vous entendez dans ce cabinet mettre une robe de pute pour le dîner de ce soir, ou encore, lorsqu'on va dans un ministère, les talons, c'est obligatoire. Alors, je ne vous cache pas que de mon côté, pour avoir quand même côtoyé des hommes politiques par le biais simple des interviews, ça ne m'a même pas étonnée, parce que c'est vrai qu'on sent quand même, évidemment pas toujours, mais parfois un sexisme très ancré. On sent que parfois des hommes politiques essaient de créer des rapports de séduction. Mais là, ce que vous décrivez, c'est quand même un phénomène tentaculaire. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ? Est-ce que ce n'était pas quand même des trucs d'il y a 30 ans ? Parce que les gens qui nous regardent, qui ne côtoient pas personnellement, les politiques se disent non mais quand même, genre, c'est un truc de Moyen-Âge, ça se fait plus. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui que les femmes soient vues comme des objets sexuels en fait ? Absolument. Et je vais aller encore plus loin que ce qu'il y a dans le livre. J'en parle à un moment donné sur les questions des violences sexuelles et sexistes en politique. Ce qui se passe dans les institutions politiques aujourd'hui est quelque chose de gravissime. Il y a l'Observatoire sur les violences sexuelles et sexistes qui permet de vraiment mettre au grand jour un certain nombre d'affaires. Avant ça, il n'y avait rien. C'est-à-dire que cet observatoire est né du mouvement MeToo politique qui a pu enfin émerger, qui a cherché à émerger pendant des années, mais qui a eu énormément de mal à pouvoir émerger en novembre 2021, issu de la tribune qui demandait aux partis politiques de ne pas investir des hommes auteurs de violences sexuelles ou sexistes ou accusés ou mis en cause pour les élections. Mais alors c'est là qu'on va vous répondre. J'aimerais qu'on débunk un peu cet argument. Mais attendez, dans ces cas-là, ça veut dire que n'importe quelle femme peut arriver, poser une accusation et ruiner la vie d'un homme politique, en tout cas la carrière professionnelle d'un homme politique. Dans un état de droit, ça pose question. C'est normal qu'on ne puisse pas faire ça. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Moi, je réponds que lorsqu'on est une femme et qu'on est victime de violences et qu'on les dénonce, on perd tout, en fait. C'est là où le risque est le plus important. Moins pour la personne politique qui est accusée. Les femmes qui essaient de dénoncer des cas de violences sexuelles et sexistes, et souvenez-vous aussi de l'affaire Denis Baupin, rappelons-le, en 2016, lorsque Denis Baupin était vice-président de l'Assemblée nationale, que Sandrine Rousseau, Isabelle Attard et d'autres ont dénoncé des agressions sexuelles à son égard,
Et puis alors là, il y avait beaucoup de femmes en plus. Elles étaient très nombreuses, effectivement. Beaucoup d'entre elles ont dû partir du parti. Elles ont quitté la politique. C'était le cas de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a dû se mettre en retrait de la politique. Beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé ne veulent pas témoigner, ne veulent pas dénoncer, parce qu'elles savent qu'elles vont tout perdre. Et vous dites d'ailleurs aux journalistes, arrêtez de forcer les victimes, enfin pas de les forcer, mais de les encourager très vivement. Et moi, je comprends. En tant que journaliste, si j'ai une femme qui vient, enfin si je sais qu'il y a un homme qui est un agresseur, en tant que journaliste, j'ai envie de mener mon enquête et de dénoncer ça dans la presse. Or, très régulièrement, ça m'est déjà arrivé, on est face à des femmes qui nous disent « Mais non, mais moi, je peux pas dénoncer, je vous le dis, mais je veux pas le dire publiquement. » Et du coup, c'est quand même une situation très compliquée. C'est très, très compliqué, effectivement, mais juste pour revenir donc sur cette question que vous soulevez, c'est un argument qui ressort très souvent. Aujourd'hui, les institutions, en tout cas politiques, et là, je parle des partis politiques parce qu'il y a un enjeu très important aussi de famille politique, qui fait que lorsqu'on est une femme et qu'on veut dénoncer, quel que soit l'acte d'ailleurs, mais souvent ce sont des agressions sexuelles et sexistes, ou des viols même, on nous dit, écoute, c'est pas le moment, ça, on est en campagne, je pense pas que ce soit le moment de venir jeter l'opprobre sur le mouvement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça maintenant, on va continuer notre campagne et puis on verra après. C'est très difficile en fait. Je pense que je ne veux pas me mettre à la place d'un homme qui serait injustement accusé, ça c'est sûr, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense sincèrement que lorsqu'on est une femme et qu'on est victime de violence et qu'on dénonce ces cas de violence, déjà, c'est parce qu'on les a subis dans 98% des cas. Oui, il y a seulement 2% de fausses accusations. Donc quand même, je pense que là, les chiffres parlent, on n'a plus besoin d'arguments aussi forts que celui-ci. Et par ailleurs, on sait qu'on s'expose à un calvaire. Un calvaire parce qu'on risque déjà de ne plus retrouver d'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, les assistantes parlementaires avec lesquelles j'ai parlé et qui m'ont dit « j'ai été victime d'agression, je ne veux pas témoigner, je ne veux pas saisir la commission de l'Assemblée nationale et ou du Sénat ou du parti dans lesquels elles sont, parce que je vais être étiquetée comme celle qu'il ne faut pas embaucher ou plus embaucher. » Donc ça veut dire que parler, ne serait-ce que saisir ces instances, comporte en soi un risque. Donc je pense qu'une femme qui a l'intention uniquement de nuire, en considérant que de toute façon elle est en phase de tout perdre, de ne plus retrouver d'emploi, potentiellement, de vraiment avoir une carrière parfaitement salie, un nom sali aussi, parce que les hommes sont très très forts dans ces moments-là pour se soutenir. Ils sont très forts, on se souvient quand même, c'était aberrant de voir que Nicolas Hulot était sur un plateau télé avant que le reportage ne soit diffusé. Donc imaginez un peu l'entraide aussi. Ces femmes ne bénéficient pas de cette entraide-là. En venant ici, vous devancez la diffusion d'une enquête de nos confrères de France 2, et plus précisément du magazine Envoyé spécial. L'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Donc je pense que c'est plus difficile pour une femme de témoigner que pour un homme de devoir se retourner d'une fausse accusation. Alors, sans aller jusqu'aux agressions et à la violence physique dont vous parlez, qui existe, et je me permets de rappeler que Paloma Moritz a fait une émission à ce sujet entière sur Blast, sur le MeToo politique, que je vous invite vivement à regarder. Moi, j'aimerais revenir à une partie que vous avez intitulée « Men's World ». Et à l'intérieur de cette partie, vous vous référez à des séries comme Baron Noir. Baron Noir, pour vaincre, faut haïr. Je crois que le petit Prolo s'est mis à genoux devant le grand penseur. Il parle du peuple du matin au soir, mais il pue le mépris de classe. L'extrême droite cesse d'être extrême. Virage à gauche, virage à droite, on va monter très haut comme ça. Alors je vous pose la question, ce monde où il faut écraser l'autre pour réussir, est-ce que c'est une fiction ou une réalité ? Est-ce que le monde politique s'est vraiment construit sur cette idée de domination, de virilité, de force qu'on voit très bien dans cette série ? Totalement, totalement. Déjà parce que la politique, le monde politique de base a été totalement investi, conçu, codifié, réfléchi et finalement réalisé pour les hommes et par les hommes. On le voit quand Emmanuel Macron parle d'une discussion d'homme à homme avec Gérald Darmanin. C'est ces codes virilistes qui sont repris. Alors, il y a les codes virilistes qui sont omniprésents, c'est sûr. Il y a aussi le traitement médiatique, la façon dont on parle de politique. Aujourd'hui, souvent, on va convoquer l'univers sémantique guerrier, du combat.
on va parler de duel politique, on va parler d'adversaire politique, on va dire qui a plié l'autre, qui a été plus fort que l'autre. On convoque constamment cet univers qui est quand même assez surprenant, en fait, parce que la politique, en tout cas pour moi, et c'est la définition que je préfère, c'est faire société. C'est-à-dire dans quel monde souhaitons-nous vivre ensemble ? Et faire société à coup de duels, de combats, de stratégies pour descendre l'autre, etc., je trouve que c'est vraiment pas très envieux. Enfin, c'est pas un imaginaire dans lequel j'ai envie de me projeter. Et pourtant, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et il y a une autre notion qui est très importante à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre pouvoir et domination. Et je pense que là, il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'on part du principe que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui domine. D'ailleurs, les rapports interpersonnels et humains de travail, notamment dans les instances parlementaires, et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'abus sur les assistantes parlementaires, les collaboratrices, c'est parce qu'on s'insère dans cette logique. J'ai le pouvoir, je domine, donc tu m'appartiens, je te domine. C'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour n'importe quelle personne et catégorie de la population qui est socialement dominée. Et ça, on le voit. C'est vraiment les gens qui sont socialement dominés en politique se retrouvent dans des situations vraiment de faiblesse vraiment très difficiles. Et pour les combattre, certaines décident de garder finalement leur identité, en quelque sorte, ce avec quoi elles sont arrivées en politique. D'autres décident d'embrasser les codes pour pouvoir se frayer un chemin, et d'autres partent. Beaucoup ne restent pas. Parce qu'il y a la question d'arriver en politique, avec toutes les questions, enfin, tous les éléments qu'on a déjà abordés, la question des quotas, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont investies, de femmes qui sont aussi dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Et il y a aussi le fait de se maintenir. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais justement, pour se maintenir, vous expliquez qu'il y a quand même des femmes qui y arrivent très bien, notamment comme Rachida Dati, mais que c'est en partie parce qu'elle bénéficie d'un soutien masculin. Et que quand on est une femme en politique et qu'on veut y arriver sans une espèce de parrain, alors c'est moi qui pose le mot dessus, hein, mais c'est quasiment impossible en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a autre chose qui est très, très important et je pense que ça va vous donner des éléments de réponse. La solidarité masculine en politique est très, très bien organisée. Comment elle se traduit ? Elle se traduit par des temps informels de sociabilisation. Souvent, dans les partis politiques, les réunions sont tard, le soir, donc elles se font souvent sans les femmes, qui sont généralement, lorsqu'elles ont une famille ou qu'elles ont des enfants, auprès de leurs enfants. Elles s'occupent de leurs enfants pendant que les hommes, eux, vaquent à leurs occupations. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ah, totalement. Et c'est encore pire pour les femmes en situation de monoparentalité, qui n'ont pas de moyens de garde pour leurs enfants, ne peuvent pas faire de politique aujourd'hui. Parce que les réunions sont tard le soir, 20h, 21h, etc. Donc déjà ça, il faudrait le changer et faire en sorte que les réunions peut-être soient plus tôt. Les femmes qui sont dans des situations aussi précaires, qui doivent par exemple travailler tard ou qui n'ont pas le loisir de pouvoir sortir après pour aller boire un verre. Parce que c'est comme ça la politique aussi. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que les gens qui sont pas dans notre milieu médiatique, politique, ne se rendent pas compte à quel point c'est important de réseauter, Absolument. Y compris en journalisme pour le coup, et à quel point ces vers-là, qui peuvent paraître anecdotiques, sont en réalité peuvent être déterminants bien sûr. pour le futur d'une carrière politique. Énormément de décisions se prennent en dehors des instances politiques, sur des moments de convivialité vraiment très, très informels en fait. Et donc cette solidarité masculine est finalement organisée parce qu'elle est là depuis longtemps, c'est ancré. Comme je vous le disais, les femmes étaient inexistantes en politique jusqu'à il y a très peu en fait, parce que le droit de vote, le pendant du droit de vote, c'est le droit d'éligibilité, donc les femmes ont pu commencer à être éligibles à partir de 1945, donc c'est pas si longtemps que ça finalement quand on y réfléchit bien. Elles ont été vraiment absentes et presque des anomalies démocratiques, et ça c'est encore un peu le cas aujourd'hui malheureusement dans certaines instances, c'est ce qu'on se considère en tout cas. Donc la solidarité masculine a eu le temps de s'organiser depuis des décennies, des millénaires presque, des siècles de toute évidence, tandis que la solidarité féminine, qui est vraiment très difficile à organiser, parce que imaginez, lorsque vous êtes une femme, que vous arrivez avec un quota, que vous êtes 3 à l'Assemblée nationale, admettons, pas 3, elles étaient 9, voilà, 577 sièges, 9 femmes. La solidarité est difficile à s'organiser. Il y a aussi d'autres phénomènes, la visibilisation des femmes, notamment dans les médias. Et j'en parle parce que je sais que vous êtes bien placé pour le savoir. Le fait par exemple, que vous m'invitiez ce soir pour parler de cette thématique. C'est pas si évident.
Le fait qu'on invite aussi des femmes politiques féministes sur des plateaux télé, généralement c'est pour se moquer d'elles, sur les plateaux télé traditionnels. Mais j'en parlais d'ailleurs il y a quelques temps avec Sandrine Rousseau qui me disait, si elle a pu émerger politiquement et médiatiquement, c'est grâce à des féministes dans les rédactions. Grâce à des féministes qui se sont dit, il faut qu'on s'organise. Donc les choses sont en train de changer. Il faut actionner tous les leviers. Mais la solidarité féminine est en train de s'organiser, ça j'en suis convaincue, en politique, comme ailleurs, et pour le meilleur. Et alors, dans votre livre, vous parlez aussi de la promotion canapé. Et je trouve que ce que vous décrivez, encore une fois, ça pourrait s'appliquer à de nombreux autres domaines. La promotion canapé, c'est lorsqu'une femme occupe des postes à responsabilité, on va souvent, immédiatement, l'accuser d'avoir couché avec quelqu'un pour en arriver là. Et vous dites que c'est systématique dans le milieu politique qu'on attribue ça, qu'on fasse ce genre d'accusation. Et que même des femmes qui sont arrivées à de très très hauts postes, comme Édith Cresson qui a été donc Première ministre, on les a souvent accusées d'avoir couché pour avoir eu cet ascenseur professionnel. On vous a comparé à une favorite. Oui, c'est extraordinaire. C'est M. Daubert. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. Monsieur Daubert, 200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir. En quoi ça participe, ça, à cette ambiance sexiste ? Est-ce que c'est vrai, déjà ? Est-ce qu'il y a des femmes qui couchent pour y arriver ? Alors ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de cas concret en tête. Et je dis ça parce qu'en préparant cette émission, j'ai discuté avec un homme qui m'a dit oui, mais en même temps, il y a sûrement beaucoup de femmes qui le font. Alors oui, en fait, la réponse est oui. Oui, il y en a qui le font. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est la seule solution parfois. Et donc, c'est là où on rentre encore dans ces logiques d'emprise et de domination et de pouvoir. C'est parce qu'elles sont tellement en minorité, c'est tellement compliqué, tout est tellement plus difficile. Vous dites même jusqu'à prendre la parole, c'est plus compliqué. Tout est tellement plus laborieux, elles doivent travailler plus. Qu'en fait, certaines en viennent à coucher, mais vraiment parce qu'elles le voient comme un outil, un des seuls outils qu'elles ont. Parce que aussi, le rapport de domination est trop fort. C'est l'emprise, vraiment. Et c'est encore là où on va convoquer la notion du consentement. Et comment un consentement libre et éclairé est nécessaire dans un rapport sexuel intime. Notamment avec quelqu'un qui est son supérieur hiérarchique, imaginez. Il y a des femmes, moi, qui m'ont dit qu'elles avaient peur de refuser les avances d'hommes politiques, parce qu'elles pensaient que ça allait être mal pris, et qu'en plus, ça allait leur porter préjudice professionnellement. Je n'ai pas de cas de femmes qui m'ont dit j'ai couché avec un tel pour obtenir un poste. Ça, non, jamais. Je n'ai pas d'exemple en tête, et je crois que je n'en connais pas. Mais je connais des femmes qui m'ont dit j'avais peur de dire non. Et dans ces cas-là, ça s'appelle un viol, en fait. Alors, dans tous les cas, qu'elles disent non, qu'elles ne disent pas non, on les accuse d'avoir couché parce qu'on se dit c'est pas possible qu'elles en soient arrivées là juste avec leurs compétences. Ce serait trop simple, évidemment. Quand on est dans un procès en illégitimité constant, évidemment, on peut pas imaginer qu'une femme soit suffisamment compétente pour gérer un pays, par exemple. Imaginez. C'est pas possible. C'est de l'ironie, bien sûr. Oui, oui. Non, mais pour compléter quand même cet aspect-là, parce que ça semble important de le souligner, vous donniez l'exemple d'Édith Cresson, qui était considérée comme étant la maîtresse de Mitterrand. Marisol Touraine me racontait que tout le monde pensait qu'elle avait couché avec Lionel Jospin, alors que ce n'était absolument pas le cas. C'est encore alors, on peut imaginer que c'est des choses d'un ancien monde, qu'on se dit, aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus. Mais j'ai encore des cas concrets d'exemples. Je pense à une jeune collaboratrice qui était à l'Assemblée nationale, au Sénat, je ne sais plus, qui devait avoir 21, 22 ans. Sa famille lui disait t'as dû coucher quand même pour réussir. Mais sa famille. C'est pour ça que ce livre m'a vraiment beaucoup parlé et je le conseille à ceux qui nous regardent. Parce qu'en tant que journaliste, c'est des bruits de couloir qu'on entend tout le temps. Quand on va essayer de comprendre, et c'est notre métier, ce qui se passe dans les institutions, pourquoi telle personne a été nommée, on va très souvent nous répondre « mais c'est sûr, elle a couché ». Ça revêt encore de cet imaginaire qui est les femmes ne sont pas à leur place, en fait. Ou alors, si elles sont à leur place, c'est juste pour faire plaisir aux hommes, donc coucher avec eux, pour être leur assistante, pour être leur adjointe au maire, pour ceci, pour cela. Donc. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui, alors ?
2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Cet imaginaire-là, il nuit vraiment à la possibilité même collective qu'on peut avoir de prendre les femmes au sérieux, en fait, Oui. quand elles s'expriment, et de pas parler d'autres choses en ce qui les concerne. Alors que ça peut être leur vie personnelle, ça peut être leur physique. On l'a beaucoup vu, par exemple, avec Marlène Schiappa, dont, encore une fois, on peut décrier la politique, les déclarations, mais il y a eu un nombre d'attaques absolument incalculable sur son physique, sur sa manière de parler. Elle avait une voix trop aiguë pour certains. Et c'est vrai que ça nuit à la possibilité de prendre les femmes au sérieux et aussi à la possibilité pour les aspirantes à faire de la politique à se lancer, en fait. Parce qu'on se dit, dissuasif. Ça a l'air violent, quand même. Mais en plus, c'est d'autant plus dissuasif qu'en fait, si on accumule toutes ces barrières, du fait que quand on est une femme, les codes font qu'en politique, on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec des codes virilistes, je dois l'admettre. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, il y a aussi les questions des violences que vous êtes susceptibles de subir. Encore des chiffres, parce que c'est important. On va nous dire, il n'y en a peut-être pas tant que ça, c'est des cas isolés, etc. Eh bien non, figurez-vous. Il y a un sondage qui a été réalisé par une association qui s'appelle Chères Collaboratrices, qui malheureusement a été dissoute, qui est une association qui a été créée en 2018 à l'Assemblée nationale pour prendre en compte justement les questions de harcèlement sexuel et sexiste et aussi les agressions. Elles ont commencé leur activité en faisant donc ce sondage et en demandant aux femmes de l'Assemblée nationale, qui travaillaient à l'Assemblée nationale, si elles avaient eu des personnes avec des comportements inappropriés, si elles avaient été victimes d'agressions. Bien, figurez-vous qu'1 sur 5 disait qu'elle avait subi une agression sexuelle. 1 sur 5. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Et puis après, il y a encore une fois le côté agression. Donc évidemment, il faut en parler. Mais il y a aussi ce côté drague. Absolument. Et je me permets d'en parler parce que moi, en tant que jeune journaliste, alors c'était plus trop maintenant, mais il y a quelques années, quand j'étais dans des petits médias, que j'essayais d'interviewer des hommes politiques et que j'étais, j'avais pas derrière moi un gros média pour me légitimer, c'est des comportements que j'ai, pour le coup, eu à subir à de très nombreuses reprises. C'est des hommes politiques qui se confondent une interview avec un plan drague. Ça, c'est un truc très classique, sûr, vraiment. Mais vous savez, c'est assez intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, j'ai essayé de me casser un peu la tête pour comprendre ces rapports, pour comprendre pourquoi il y avait autant de violence, en fait, en politique, et surtout de violences sexuelles et sexistes, pour comprendre ça. Parce que c'est quand même, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Moi, je vous parle de politique puisque c'est mon domaine d'expertise. Et je trouve que c'est quand même particulièrement présent. D'ailleurs, le MeToo politique a mis énormément de temps à émerger. Énormément de temps à émerger. Et encore, c'était une vaguelette par rapport à d'autres vagues MeToo, on peut bien le dire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, le milieu politique est un milieu où on vit entre soi. C'est un entre-soi, où les rapports entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la frontière est très, très poreuse. Et beaucoup de personnes ont tendance à tout confondre. Et ça favorise ce type de comportement. Donc il faut aussi, je pense, créer des safe places avec un environnement de travail qui soit vraiment protecteur des assistantes parlementaires, des collaboratrices d'élus, etc. Ça, c'est vraiment une piste nécessaire à élaborer. Par exemple, quand vous prenez à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a des appartements où les élus qui vivent loin en circonscription, viennent de circonscriptions assez éloignées, ont un lit. Lorsque vous êtes en train de travailler avec votre boss, vous n'avez pas envie qu'il y ait un lit à côté. C'est très étrange. Ou je vais pousser un peu loin, mais c'est caleçons qui traînent ou que sais-je. C'est trop intime, on n'a pas besoin de ça. Et beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles se sentaient excessivement mal à l'aise de se retrouver dans ces situations-là. Donc il y a aussi cet environnement qui est particulier et où il est... En fait, rien n'est fait pour que les femmes soient mises à l'aise. Enfin, c'est fou, quoi. Quand on lit votre livre, à la fin, on se dit, OK, tout s'explique. Parce que c'est de A à Z, il n'y a rien qui permet aux femmes de s'épanouir en politique, en réalité. Exactement. Et j'aimerais revenir sur le cas de 2 femmes politiques pendant cette campagne présidentielle, qui ont fait quand même beaucoup de bruit. C'est Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Alors, les deux, elles ont fait ce que beaucoup ont qualifié dans les médias de mauvaise campagne. Elles ont d'ailleurs obtenu des scores historiquement catastrophiques pour leur parti, il faut quand même le dire. Pourtant, elles représentaient des partis qui, il y a encore 10 ans, dominaient le pays. Certains ont dit qu'elles avaient été mises là, un petit peu, pour incarner cette déchéance, puisque de toute façon,
ces partis étaient déjà en train de s'effondrer avant cette campagne-là, et qu'on s'est dit, bon, on va mettre des femmes, et comme ça, elles porteront la responsabilité de la défaite politique. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Absolument. C'est ce que vous l'avez dit, c'est des partis qui dominaient le paysage politique français il y a 10 ans. Honnêtement, entre nous, est-ce que, admettons, en octobre dernier, lorsqu'il y a eu le congrès du PS pour désigner Anne Hidalgo pour la présidentielle, en tant que candidate pour le parti, si à ce moment-là, le Parti socialiste avait été dans les sondages à peu près 20-25% d'intention de vote, est-ce que vous pensez vraiment que d'autres personnes ne seraient pas venues essayer de venir remporter le ticket ? Et comment vous pouvez prouver un Bernard Cazeneuve, c'est impossible. C'est impossible à prouver. C'est votre analyse. C'est aussi ça le gros problème. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont difficiles à prouver, difficiles à mesurer. Et ça, c'est d'ailleurs un entretien que j'ai eu qui m'avait beaucoup interpellée avec Diana Filipova, qui est conseillère au cabinet d'Anne Hidalgo, qui me disait, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est le sentiment qu'on peut avoir d'intrusion. Lorsqu'on arrive dans une pièce, par exemple, remplie d'hommes, où personne ne va nous dire « tu n'es pas à ta place, va-t'en ». Évidemment, heureusement d'ailleurs, c'était le cas. Ça peut l'être encore dans certaines instances. Par exemple, les conseils municipaux, les élus femmes se retrouvent avec leur micro coupé. Que vous attaquiez le maire, ça ne me gêne pas. Moi, je veux bien encaisser. Mais quand au bout d'un moment, ça chauffe les oreilles. Mais là, si vous commencez à passer en revue tous les élus de la majorité, c'est pas l'objet. Alors, Madame Rabi, ou vous changez de ton, ou je vous coupe le micro. D'accord ? On est bien d'accord ? Vous arrêtez vos petites attaques perfides individuelles. C'est indécent. Voilà. C'est tout. Alors, vous arrêtez ou vous continuez ? Si vous continuez sur ce ton-là, je coupe le micro et je passe la parole à M. Massias. C'est d'accord ? Parce qu'on n'a pas envie de les entendre. C'est vraiment, mais on a l'impression que c'est des cas isolés, mais c'est constant. Alors, il y a quelques cas, heureusement, qui commencent à être médiatisés. Et c'est pour ça aussi que le travail que vous faites est fondamental. Parce qu'il y a aussi la nécessité de rendre la parole politique publique pour montrer un peu ce qui se passe dans les instances de pouvoir. C'est quand même assez important et ça a beaucoup aidé les femmes, il faut le dire. Et donc, Diana Filipova me disait, le pire, c'est les choses qu'on ne peut pas expliquer, parfois même soi-même. On se dit non, mais je délire en fait. C'est juste un sentiment que j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Mais bon, personne me dit tu n'es pas à ta place, personne. Mais il y a ce sentiment. Voilà, des petites choses, des regards, des attitudes. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles à capter en fait. Et ça, je pense que là où on a encore beaucoup de travail à faire sur les trucs qui sont objectivement évidents, on a encore beaucoup de choses à faire, mais le dernier combat, à mon avis, se situera là. Vous disiez, il y a une pression dans les partis, dans les institutions à l'encontre des femmes, mais j'ai eu la sensation qu'il y avait aussi une pression populaire contre ces deux femmes politiques, donc Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, qui ont subi des vagues vraiment de moqueries à très grande échelle dans les médias, par les personnes telles que vous et moi, mais telles que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément un pied dans la politique, mais qui se disent mais c'est des cruches. Oui, c'est un peu ça, mais c'est un peu facile en fait de dire ça, de dire c'est une cruche parce que voilà c'est une femme et parce que j'aime pas sa voix, ou alors t'as vu ses cheveux, enfin Vous, ce que vous dites, c'est que pour le même niveau d'incompétence, on va jamais s'acharner de la même façon. Non, c'est sûr. Sur un homme. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples très concrets. Valérie Pécresse, elle a raté un meeting. On peut l'admettre, c'était pas le meeting du siècle. Je pense qu'on est d'accord là-dessus et on peut le dire sans être sexiste. François Fillon était dans des affaires d'emploi fictif, d'abus de position dominante, etc., dans un certain nombre de... Mais des choses beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Il a mené campagne jusqu'à la fin, avec un soutien indéfectible de la majeure partie des gens de son parti. Valérie Pécresse, elle a été lâchée. Lâchée parce qu'elle a, loupé un meeting, raté un meeting. Voilà, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas qu'à droite. Ah non. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui, de toute façon, ne partagent pas les idées des Républicains et vont se dire, c'est des gens de droite, donc ils sont sexistes. Non, vous, ce que vous décrivez, c'est vraiment qu'il n'y a pas un parti qui échappe à cette logique. C'est certain. Bon, on va prendre Sandrine Rousseau, alors, parce que c'est un cas qui est quand même bien connu. Sandrine Rousseau, à l'occasion d'un déjeuner avec des journalistes, leur dit en off qu'elle trouve que la campagne de Yannick Jadot n'est pas incroyable.
et qu'il y a des choses à revoir. Et à ce moment-là, Sandrine Rousseau préside le conseil politique de Yannick Jadot. En tant que présidente d'un conseil politique, il est quand même assez logique qu'elle puisse quand même mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la campagne de son candidat. Il n'y a rien de choquant jusque-là. En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Certaines personnes ont été choquées qu'elle le dise en off à des journalistes, mais je pense qu'elle a dû aussi le dire au conseil politique quand même, qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Le off est grillé, l'info sort, Sandrine Rousseau tacle la campagne de Yannick Jadot. 2 heures après, le communiqué de presse était presque rédigé, peut-être pré-rédigé, on ne sait pas. Elle est exclue de la campagne du candidat Yannick Jadot. Denis Baupin, quelques années plus tôt, a mis beaucoup de temps avant d'être exclu du parti. Oui, alors qu'il était accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et sexistes. Oui, donc il y a vraiment un 2 poids 2 mesures en fait, en réalité, en fonction du genre. En fait, lorsqu'une femme fait ce qu'on pourrait considérer comme étant une erreur, il y a beaucoup moins d'indulgence à son égard que lorsque c'est un homme. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de femmes en politique, que faire de la politique quand on est une femme, c'est extrêmement complexe, on a envie de se dire, il faut plus de femmes en politique, c'est précisément le titre de votre livre. Mais alors, moi je me demande, est-ce que ce serait vraiment mieux s'il y avait plus de femmes? Parce qu'on voit aussi des femmes qui font des choses abominables en politique, il faut quand même le dire. Les femmes ne sont pas des êtres supérieurs en termes de moralité, d'éthique. Donc, pourquoi est-ce que pour vous, c'est important d'avoir plus de femmes en politique? Déjà pour déviriliser le pouvoir, pour sortir de ces codes. Et j'ai réfléchi à peut-être d'autres solutions, mais je me dis peut-être s'il y avait 50% de femmes, le pouvoir politique, en tout cas l'exercice du pouvoir politique, serait peut-être moins viril. Dégenrer, tout simplement, le pouvoir. Donc ça, c'est la première nécessité, urgence, disons. Deuxième point, les femmes représentent 51,6% de la population. Et à mon sens, il n'y a aucune raison pour qu'elles ne soient pas au moins représentées à 50% dans les instances qui nous dirigent. Aucune raison objective qu'il y ait cette sous-représentation. Aucune. Donc c'est même une nécessité démocratique, si on en va là. Oui, parce qu'en fait, on fait des lois qui concernent les femmes. Ouais. Et c'est des hommes, pour la plupart, qui les votent. Bien sûr, mais c'est un grand classique. Non, mais c'est vrai qu'en tant que citoyen ou citoyenne, on peut s'interroger sur cette Tout à fait. dynamique. Donc ça, c'est aussi c'est un peu la clé de voûte de notre système démocratique, qui est de savoir comment veut-on que notre démocratie fonctionne. Alors, très récemment, le président de la République a nommé une première ministre, Elisabeth Borne. Donc on pourrait vous dire, c'est bon, la situation s'améliore, tout va bien se passer. Voilà, regardez, le président de la République a compris. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des femmes, qu'il faut aussi mettre des femmes féministes. Oui, alors, Elisabeth Borne, à mon sens, il y a quand même un aspect positif, qui est celui du rôle modèle, de la nécessité de pouvoir se projeter dans un poste aussi important que celui de Premier ministre et Première ministre. Donc il est important que l'on puisse voir des femmes à ce poste-là. Voilà. Donc c'est quand même en partie une bonne nouvelle. C'est en partie une bonne nouvelle parce qu'en fait, notre imaginaire collectif et politique est si pauvre d'exemples de femmes qui ont réellement le pouvoir, ou en tout cas sont à des postes considérés comme étant des postes stratégiques de pouvoir, que ça reste quand même un peu une bonne nouvelle, à mon sens. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que si on veut plus de femmes en politique, c'est évidemment qu'on veut que les femmes soient mieux protégées, en tout cas, et mieux accompagnées dans leur émancipation. Et pour cela, il faut des féministes, évidemment. Et le problème d'Elisabeth Borne, à mon sens, en menant des politiques ultralibérales, dont on sait que les premières victimes sont les femmes, n'est pas féministe. Et je pense qu'Elisabeth Borne, en ayant 2 ministres dans son gouvernement accusés de violences sexuelles et sexistes sans s'y opposer, n'est pas féministe. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, si demain, vous pouviez avoir une discussion avec le président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je lui dirais qu'il faudrait sortir des effets d'annonce et du marketing, en fait. Qu'il faut arrêter de dire qu'on va mettre une femme à la tête de l'Assemblée nationale, qu'on va faire de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat, et qu'il faudrait réellement agir, en fait. On a une expertise féministe associative dans le domaine associatif qui est très, très développée. Cette expertise est nécessaire pour les pouvoirs publics, pour la compréhension des impacts que peuvent avoir les répercussions, que peuvent avoir certaines politiques
publics pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de la logique de gouvernance du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron. Exemple très concret, crise Covid, crise sociale, plan de relance. Les secteurs concernés par le plan de relance sont des secteurs où les femmes sont très absentes. La tech et le secteur de l'énergie essentiellement. Les femmes sont les grandes oubliées du plan de relance. Mais là, on va vous dire, c'est pas parce que c'est des femmes ou que c'est des hommes, c'est parce qu'en réalité, on avait besoin de relancer la tech et l'énergie. C'est un choix politique. On aurait pu décider de mettre davantage d'argent dans les métiers du soin. Et d'aide à la personne, qui sont très féminisés et très précaires. Merci beaucoup, Léa Champoncel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre « Plus de femmes en politique » est disponible aux éditions Belfond. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et je profite de cette émission sur le sexisme en politique pour vous rappeler que le sexisme sur les réseaux sociaux n'est pas non plus acceptable. À Blast, je lis la section commentaires avec grande attention. Et il y a souvent des retours très constructifs qui m'aident à progresser et des encouragements. Alors je vous remercie vraiment pour ça. En revanche, il y a aussi quasi systématiquement des commentaires sexistes, sur mon physique notamment. Alors je l'ai jamais dit jusqu'à présent, mais imaginez ce que je peux ressentir quand je passe des jours, voire des semaines, à enquêter sur une thématique économique complexe, où je réalise des interviews avec des chercheurs, et que je lis des commentaires qui me parlent uniquement de mon décolleté, de mon rouge à lèvres, de ma coiffure. Non, ce n'est jamais plaisant. Et oui, je serais ravie d'être traitée comme mes collègues masculins, c'est-à-dire que l'on me parle du contenu de mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. En tout cas, je vous rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.